Bonjour à tous, bienvenue donc à cette nouvelle table ronde qui va s'intéresser à la sobriété sous l'angle, cette fois-ci, de la fiscalité. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement passer par la fiscalité pour faire évoluer nos comportements et aller vers davantage de sobriété énergétique ? Si oui, comment assurer l'efficacité et l'équité de ces instruments fiscaux ? Voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans l'heure qui vient. Alors pour cela, j'ai deux intervenants à mes côtés que je vous présente dès maintenant. Mireille Chiroleux-Assouline, donc vous êtes professeure à PSE, l'École d'économie de Paris, et spécialiste des questions de fiscalité environnementale. Et Kurt Van Dender, vous êtes chef de l'unité fiscalité et environnement à l'OCDE. Donc pour rentrer dans le vif du sujet directement, quand on parle de fiscalité environnementale en France, on pense assez rapidement à la taxe carbone, donc qui a été introduite en 2014. Sa trajectoire d'augmentation a été stoppée en réponse au mouvement des Gilets jaunes, alors qu'elle avait vocation au départ à augmenter progressivement pour être alignée avec nos objectifs bas carbone. Donc la taxe carbone depuis 2018, elle est équivalente à 44,6 € par tonne de CO2. Ça, c'est pour replacer un peu la trajectoire. Mireille Chiroleux-Assouline, je me tourne d'abord vers vous. La trajectoire d'augmentation de la taxe carbone a été stoppée. Est-ce qu'on peut en rester là ou est-ce qu'il faut essayer de reprendre cette trajectoire ? Est-ce qu'elle est indispensable ? Et si oui, on a vu avec les Gilets jaunes qu'il y avait un enjeu quand même autour de l'acceptabilité de cette taxe qui est perçue comme anti-redistributive, etc. Il y a des questions d'équité à améliorer. Du coup, s'il faut reprendre cette trajectoire, je vous laisserai nous dire déjà sur ce premier point quels sont vos éléments de réflexion. S'il faut reprendre cette trajectoire, comment faire que ce soit une taxe plus juste, pour la rendre plus acceptable. Merci pour cette interpellation. La réponse à votre première question, c'est oui, il faudrait absolument reprendre cette trajectoire. Actuellement, avec un taux de taxe qui est à 46 € la tonne de CO2, nous sommes très en dessous des évaluations même minimales qui ont pu être faites de ce qui est nécessaire pour remplir les objectifs qu'on s'est fixés de zéro émission nette en 2050. Le principe de la taxe carbone, c'est une taxe qui, contrairement à ce qui est souvent dit, est une taxe incitative et non pas un instrument punitif. Ça, c'est un argument, c'est un terme qui a été employé par les opposants à la taxe pour la disqualifier et pour disqualifier tous ces instruments de régulation environnementale. C'est un instrument incitatif qui fonctionne comment ? Le principe est très simple, ça élève le prix des produits qu'il faudrait s'abstenir de consommer. Et en élevant le prix de ces produits, il ne s'agit pas de punir les consommateurs et de leur imposer une charge supplémentaire, il s'agit de les pousser à changer de comportement. C'est en ceci que c'est un instrument incitatif. Alors, pour pouvoir reprendre cette trajectoire, il faudrait arriver à convaincre l'opinion publique et à convaincre nos gouvernants que cette taxe est indispensable, qu'elle fonctionne et que la mettre en place ne provoque pas forcément des inégalités supplémentaires et qu'on peut tout à fait compenser au contraire les effets négatifs de cette taxe. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est efficace pour réduire les émissions de dioxyde de carbone ? La réponse est oui. La réponse est oui. Les économistes de l'environnement l'ont démontré depuis très longtemps, ce mécanisme que je vous décris, donc de prix, de signal-prix, donc d'effet sur les prix incitatifs. Ce mécanisme pousse à la substitution donc d'énergies fossiles par des énergies qui sont décarbonées. Ceci, c'est le résultat théorique. Certains d'entre vous se disent peut-être, la théorie c'est bien beau, mais est-ce qu'en pratique, cette taxe est efficace ? Des études existent. Des études ont été faites au niveau microéconomique. Des études économétriques ont montré qu'il y a
en effet une élasticité des comportements de consommation à l'augmentation des prix des énergies fossiles. Cette élasticité n'est pas faramineuse, mais elle est d'environ 0,5 en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les prix augmentent de 10%, la consommation diminue de 5% en moyenne. En moyenne, ce n'est pas la même chose pour toutes les catégories de ménages, etc. Des évaluations au niveau macroéconomique pour les pays qui ont mis en place ce type de régulation, ce type de prix du carbone, les évaluations macroéconomiques concluent également que ces pays ont significativement réduit leurs émissions. Donc c'est efficace. Cet argument que ça ne serait pas efficace, là aussi, a été mis en avant par les opposants à la fiscalité en général, à la taxe carbone en particulier. Maintenant, quels sont les moyens pour que ça soit plus équitable? Parce qu'on le sait, et les économistes d'ailleurs avaient prévenu tous les gouvernements successifs que mettre en place une taxe carbone pourrait peser beaucoup plus sur certains types de ménages et sur les ménages aux revenus les plus faibles et sur ceux qui dépendent véritablement de leur automobile. Le meilleur moyen de rendre ceci équitable, c'est de compenser ces ménages en leur versant des aides qui ne soient pas conditionnées à leur consommation de carburant. Ça, c'est fondamental, parce que si vous conditionnez les aides à la consommation de carburant, c'est comme si vous annuliez pour ces ménages l'effet incitatif de la taxe. Tandis que si vous versez une aide qui est totalement indépendante, eh bien chacun peut prendre la décision en toute connaissance de cause de réduire éventuellement sa consommation de carburant tant que c'est possible et d'utiliser l'aide à faire autre chose. Et ça, c'est assez fondamental. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. On reviendra là-dessus plus en détail après. Kurt Van Dender, peut-être vous, quelques éléments de réponse sur cette question importante. Comment on peut améliorer l'équité d'une taxe carbone et donc la rendre plus acceptable? Oui, merci. Merci d'abord pour l'invitation. Donc, la première question, mon collègue a déjà expliqué l'essentiel avec lequel je suis tout à fait d'accord sur le point déjà expliqué. Donc, faut-il reprendre la trajectoire? Je pense que oui, il faut. C'est un instrument essentiel pour réduire la consommation des carburants riches en carbone. Donc, et ça marche, on le sait, les élasticités sont différentes selon les pays, selon les carburants et tout ça, mais en moyenne 0,5 à peu près, oui, c'est un chiffre. Ce qui veut dire que si on augmente les prix, l'effet sur la consommation est réel et important. Donc, ça marche, il faut continuer. Peut-être juste quelques réflexions. Quand même, et il faut réfléchir sur reprendre cette trajectoire dans le contexte actuel. Je ne parle pas encore de la crise énergétique, mais le contexte actuel est un peu différent du contexte quand on a en France introduit la taxe carbone. Le contexte est différent. Il y a des réflexions au niveau européen pour peut-être introduire un système de plafonnement et d'échange des émissions, des permis d'émission pour les secteurs de transport et pour les ménages. Si ça se produit, ça change la donne pour la taxe carbone en France, évidemment, parce qu'il faut réfléchir sur la combinaison des deux. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, vu la situation politique en Europe, ça ne sera pas du tout pour tout de suite. Et donc, poursuivre la taxe carbone en France, il y a de très bonnes raisons pour le faire, en effet. Un autre élément du contexte est qu'il y a déjà des taxes, il y a déjà une fiscalité énergétique en France. Il y a une taxe carbone, 44,6 € par tonne. Il y a aussi des taxes sur les carburants déjà, qui sont particulièrement élevées en France, comme dans les autres pays européens, pour les carburants dans les transports routiers. C'est une taxe carbone implicite, on pourrait dire, qui vaut plus de 200 €. Si on prend ce point de vue,
on pourrait réfléchir si la priorité dans le transport aujourd'hui est d'augmenter tout de suite la taxe carbone. C'est une piste de réflexion pour peut-être faire une différenciation. Si on veut inciter la transformation énergétique dans les transports avec des taxes qui sont déjà assez élevées, est-il nécessaire de peut-être penser sur des autres instruments pour peut-être accélérer la pénétration des véhicules électriques dans la flotte? Il y a d'autres moyens dans ce sens-là. Donc ça, c'est une réflexion, on peut y parler. Je prends dans cette discussion un point de vue qu'on a besoin d'une politique climat transformative. Il ne s'agit pas juste de réduire la consommation énergétique, il s'agit, par exemple, dans le transport, d'aller vers zéro. Et on pense que l'électrification est le moyen de le faire. Donc, une politique transformationnelle, on a besoin de la taxe carbone, de la fiscalité, on a besoin d'autres instruments aussi, comme par exemple des subventions de réglementation. Il faut réfléchir sur la totale de la politique climat. Pour la taxe carbone, l'aspect incitatif est clair, mais dans le point de vue transformationnel, je pense qu'il y a besoin de plus d'attention pour l'utilisation des recettes. L'utilisation des recettes dans l'aspect d'augmenter les investissements dans des infrastructures bas carbone et tout ça. Donc, l'aspect utilisation de recettes qui, dans une approche finances publiques traditionnelles, on n'en parle pas trop. Je pense que dans le contexte de transformation énergétique, c'est très important d'y réfléchir. On voit le même débat d'ailleurs dans les systèmes d'échange au niveau européen, dans l'industrie et l'électricité. On voit qu'aujourd'hui, dans le contexte de la crise énergétique, on parle beaucoup plus des recettes et pas juste aussi de l'aspect incitatif, mais pas juste de l'aspect incitatif. Mais au final, je pense que ce qu'on doit éviter est que la taxe carbone devienne le symbole pour un problème beaucoup plus large qui est le manque d'inclusivité dans nos sociétés actuelles. Si on pense qu'avec la taxe carbone et l'utilisation des recettes de la taxe carbone, on peut entamer tous ces problèmes qui sont beaucoup plus larges, on a un grand problème politique, je pense. Et donc, le risque est un peu que politique climat et fiscalité carbone devient un peu un symbole pour un truc beaucoup plus important que ça, et que ça va créer des problèmes, en fait, pour avancer avec une politique climat. Merci beaucoup. Vous avez souligné un point intéressant qui est l'affectation des recettes de la taxe carbone. Mireille Chiroleux a souligné dans vos travaux, justement, vous parlez de la nécessité de rendre la taxe carbone plus équitable, mais aussi peut-être qu'il y a un enjeu que vous pointez autour de l'affectation des ressources, dans le sens où on ne comprend pas forcément très bien toujours à quoi sert la taxe carbone. Comment on rend visible du coup son pouvoir de transformation? Est-ce que ça veut dire qu'il faut affecter les recettes directement à des investissements dans tel ou tel secteur qu'on juge prioritaire? Est-ce que ça manque aujourd'hui? À quoi servent les recettes de la taxe carbone? Alors, j'ai tendance à dire en tant qu'économiste de l'environnement que c'est une question secondaire. C'est une question secondaire parce que justement, l'objectif de la taxe carbone, c'est simplement de modifier les prix relatifs. Il se trouve que ça procure des recettes à l'État. Mais c'est en quelque sorte un résultat incident, un résultat secondaire. Et c'est pour ça que il est possible d'utiliser ces recettes à faire des quantités de choses, mais en revanche, ces recettes-là ne suffiront jamais à financer la transition énergétique. Et la taxe carbone n'est pas là pour financer la transition énergétique. En fait, c'est une réallocation de l'ensemble des dépenses de l'État, de l'ensemble des dépenses des acteurs privés qu'il faut faire pour réaliser cette transition énergétique. Alors, là aussi, on en a fait un élément d'acceptation par la population.
parce que certains se sont dit, mais on ne voit pas à quoi ça sert. On a l'impression qu'on prélève un impôt supplémentaire pour financer quelque chose, et c'est un très mauvais point de départ pour rendre la chose acceptable. En fait, ces recettes-là, elles peuvent être partiellement utilisées donc, pour rendre le poids plus supportable pour les ménages les plus pauvres. Une partie des recettes pourrait tout à fait être utilisée à s'efforcer d'obtenir ce que la Suède avait très bien réussi au début des années 90, c'est-à-dire à obtenir un double dividende en baissant les charges des entreprises, c'est-à-dire en baissant un autre type de fiscalité, de façon à stimuler l'économie et à obtenir donc une économie qui soit plus dynamique, tout en payant des taxes sur le carbone. Alors, monsieur, vous avez dit que la fiscalité sur les carburants est déjà importante, c'est vrai, sur les carburants et les combustibles, c'est vrai. Mais il se trouve que c'est une fiscalité sur le contenu en énergie. Et la grande différence, c'est que la taxe carbone, c'est une fiscalité sur le contenu en carbone. Donc, la fiscalité actuelle, enfin, en dehors de la taxe carbone, n'introduit pas de véritable différenciation selon l'impact climatique des consommations d'énergie. C'est ce que fait la taxe carbone. Alors, on pourrait réfléchir, on aurait pu réfléchir à introduire cette taxe carbone d'une façon qui soit neutre pour les consommateurs. Mais d'un autre côté, il faut bien que les consommateurs fassent, enfin quand je dis les consommateurs, je veux dire tous ceux qui consomment de l'énergie, des énergies fossiles, c'est-à-dire aussi bien les ménages que les entreprises, parce que les entreprises sont taxées également. Et donc, il faut bien que ces acheteurs d'énergie fossile fassent face à des prix très élevés pour qu'ils modifient leur comportement. Je lisais hier, vous l'avez peut-être lu aussi, que la consommation de gaz en France, en dehors des centrales à gaz qui produisent de l'électricité et qui en consomment beaucoup, la consommation de gaz en France a diminué de 14% sur les 5 derniers mois, par rapport à une période équivalente des 4 dernières années. 14% parce que les prix sont beaucoup plus élevés. La consommation d'électricité a elle aussi diminué, alors dans des proportions moindres, de 5 à 6%, je crois. Là aussi, parce que les prix sont plus élevés. Donc ça montre bien que lorsque les prix sont plus élevés, il y a des baisses de consommation. Et donc, c'est ceci qu'il faut absolument viser. Merci beaucoup. Alors, je ne l'ai pas fait au début, j'en profite maintenant. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez poser des questions en utilisant le hashtag Printemps de l'écho. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant ce hashtag. Je reviens vers vous. Kurt Van Dender, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Là, on regarde le cas de la France. Vous, à l'OCDE, vous étudiez la situation de différents pays et ça peut être intéressant justement de mobiliser ces exemples pour en tirer des conclusions sur la manière dont il faudrait procéder en France. Alors vous qui observez la fiscalité carbone à l'échelle de l'OCDE, quelles tendances vous observez ces dernières années? Est-ce que principalement les pays vont vers une augmentation progressive des prix du carbone? Est-ce que ça fonctionne mieux que chez nous ou est-ce que finalement le mouvement est assez limité? Qu'est-ce que vous observez là-dessus, simplement pour avoir des ordres de grandeur? Question vaste. Donc, je vais parler très, très vite des 3 composantes de ce que nous, à l'OCDE, appelle le taux effectif sur le carbone. Le taux effectif sur le carbone, en effet, il y a donc la fiscalité sur les carburants qui existent, les accises, le TICPP en France, je pense, pour les transports. C'est une composante. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, que ce n'est pas une taxe carbone optimale.
Mais c'est quand même une taxe carbone implicite parce que la proportionnalité avec les émissions de CO2 est stricte. Il y a une stricte proportionnalité. Il y a à peu près 1,5 kg d'émissions de CO2 si on, par litre d'essence. Donc c'est une proportionnalité stricte. On peut donc très vite aller de litre à CO2. C'est une taxe implicite, il faut le prendre en compte quand on réfléchit sur la fiscalité carbone. Cette composante, donc la fiscalité sur les carburants, ça existe, ça ne bouge pas trop, ni en France, ni dans les autres pays. Il faut dire que ça ne bougeait pas trop parce qu'il y a maintenant, dans la crise énergétique, il y a bien sûr pas mal de pays qui ont baissé les accises sur les carburants. Mais en gros, avant la crise, c'était assez stable. Il n'y a pas autant d'évolution sur ce plan-là. Ça reste la composante du prix carbone, du taux effectif sur le carbone principal dans le transport. Les autres composantes, c'est les taxes carbone. Là aussi, en fait, si on fait la comparaison 2018-2021, que c'est celle que j'ai en tête, il n'y a pas autant d'évolution non plus. Il y a quelques pays qui ont introduit une petite augmentation de leur taxe carbone ou quelque chose comme ça, mais ces augmentations ont été assez modestes et il n'y a pas beaucoup de nouveaux taxes carbone. Là, par contre, où il y a beaucoup d'évolution, c'est dans le système d'échange. Le système d'échange, on voit depuis 2018-2021, début 2021, dans le système européen, une hausse de prix qui est énorme. On est maintenant vers à peu près 70 € de la tonne, venant d'une situation de 15 € ou quelque chose comme ça. Donc une hausse de prix qui est très importante là. En plus, il y a, pas dans l'Union européenne dans sa totalité, mais au Canada, en Allemagne et surtout en Chine, il y a de nouveaux systèmes d'échange qui sont assez importants. Il y a un système national pour le secteur de l'électricité en Chine et ça a augmenté la proportion des émissions qui sont couvertes par un mécanisme de prix par à peu près 10% au niveau mondial. Donc c'est important, même si le niveau du prix est assez bas toujours. Donc là où il y a la dynamique la plus forte, je dirais, c'est dans le système d'échange qui applique surtout dans l'industrie et dans le secteur de l'électricité. Donc voilà. Et justement, j'ai une question concernant ces mécanismes de quotas. Donc là, on a surtout parlé de taxe carbone, mais vous avez introduit là cet enjeu autour des marchés de quotas. Est-ce qu'on pourrait peut-être, Mireille Chiroleux-Assouline, rappeler comment ça fonctionne, quelle est la différence entre une taxe carbone et ces mécanismes de quotas? Et la question était, qui a été posée par une personne à distance, pensez-vous que la taxe carbone est aussi efficace que peuvent l'être des quotas pour atteindre la neutralité carbone? Donc est-ce qu'on a un recul sur l'efficacité de ces différents types de dispositifs? Alors, les deux dispositifs sont presque équivalents. Pas complètement. Et il le serait s'il n'y avait aucune incertitude autour des marchés, autour des demandes en particulier. L'instrument qui est constitué par le marché de quotas d'émissions négociables, je préfère toujours parler de marché de quotas d'émissions négociables parce que dans quotas, on a bien la notion de rationnement, plutôt que de marché de permis d'émissions négociables, parce que dans permis, on a une notion de permissivité qui est souvent très très mal comprise. En fait, le marché de quotas d'émissions négociables, c'est un marché sur lequel on attribue, on vend aux enchères ou on distribue gratuitement, mais en Europe, de plus en plus, on vend aux enchères, aux entreprises, alors des grosses entreprises, grosses consommatrices d'énergie, on leur vend
des quotas d'émissions qui correspondent à un rationnement de l'ensemble des émissions pour toute l'industrie, enfin pour toutes les industries concernées. Là où les industries polluaient, enfin émettaient 100, pour donner une base, on décide de réduire de 20% ce que l'industrie, enfin 20% ou 30%, enfin on décide d'une réduction. Et on met en vente donc les quotas correspondants. Ce qui veut dire qu'il y a une garantie sur les émissions qui vont être finalement réalisées. C'est-à-dire que les émissions qui sont les acteurs économiques qui sont soumis aux quotas, il y a des risques d'amende si jamais les quotas sont dépassés. Donc on a une garantie sur le montant des émissions qui va être réalisé. En ceci, il y a donc une très forte efficacité ou effectivité de l'instrument. En revanche, étant donné que la réalisation donc, de ces émissions va passer par des échanges sur un marché entre les entreprises qui ont acheté trop de quotas et qui n'en ont pas besoin, qui les revendent à celles qui n'en avaient pas acheté assez et qui en ont besoin, un prix se forme sur le marché et ce prix est volatile, ce prix est susceptible de varier. Donc, monsieur disait que le prix, effectivement, il y a quelques années, était à 15-17 euros la tonne. Actuellement, il est plus près de 70 euros la tonne. Il y a des fluctuations comme ceci qui dépendent de l'offre et de la demande. En revanche, pour la taxe carbone, le mécanisme est l'inverse. C'est-à-dire qu'on fixe un prix et en fonction de ce prix, chaque émetteur de dioxyde de carbone fait son arbitrage économique et va réduire ses émissions de façon à réduire sa charge fiscale, de façon à réduire son coût, ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas absolument sûr de la quantité de réduction qu'on va obtenir pour les émissions. Le prix, lui, est fixe. L'avantage de la taxe par rapport au marché d'émissions, c'est que ça permet une plus grande prévisibilité, justement, pour les acteurs économiques. À partir du moment où une trajectoire de prix est décidée, eh bien, ces acteurs prennent leurs décisions en toute connaissance de cause. Sur le marché de quotas d'émissions, le prix étant plus fluctuant, forcément, ça introduit une certaine incertitude pour les acteurs économiques. Maintenant, globalement, ce sont deux instruments de régulation des émissions qui peuvent aboutir tout à fait au même résultat. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce point. Et sinon, j'avais une autre question à vous poser concernant... On parlait des différents... des différents autres pays là, qui mettent en place une taxe carbone. Si un pays décide d'être plus ambitieux que les autres et de mettre une taxe carbone avec un prix plus élevé, ça risque de poser pour lui un problème de compétitivité. Comment on fait justement pour éviter cet effet désincitatif-là, et du coup à quelle échelle doit être mise en place la fiscalité environnementale? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est européen? Est-ce qu'il faut quelque chose à l'échelle carrément mondiale? Comment on fait pour que les pays les plus ambitieux puissent se lancer sans avoir un désavantage finalement? Oui, donc je pense que la question de la compétitivité se pose surtout dans les secteurs qui sont exposés au commerce international. Donc on parle de l'électricité parce qu'il y a quand même pas mal de commerce international dans ce secteur, et on parle de l'industrie. Ces deux secteurs sont les secteurs où les permis, les quotas d'échange sont les mécanismes principaux pour une tarification carbone. Donc, en Europe, il y a un système européen, c'est très bien, parce qu'au sein de l'Union européenne, ces problèmes potentiels de compétitivité se posent moins parce qu'il y a quand même des politiques domestiques qui sont ajoutées dans quelques pays à la mécanisme d'échange des quotas. Par exemple, les Pays-Bas, ils ont une politique climat dans l'industrie qui est très ambitieuse.
où il y a une taxe carbone qui s'ajoute au prix des quotas. Là, bien sûr, on a beaucoup réfléchi sur les effets potentiels sur la compétitivité des Pays-Bas au sein de l'Union européenne, et on voit en fait la solution classique qui est de baisser un peu les prix. Donc la taxe carbone, de baisser ces taxes un peu pour les secteurs qui sont très exposés au commerce international au sein de l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne, évidemment, il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec des autres régions, la Chine, les États-Unis, l'Inde et tout ça, qui ont peut-être souvent des politiques climatiques qui sont moins ambitieuses que celles de l'Union européenne, ou qui prennent une forme différente. On peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, qui a été adopté en été, ont une politique climat qui est en fait assez ambitieuse, mais qui prend une approche complètement différente avec des incitations fiscales. Donc on ne va pas monter le prix des émissions ou des énergies, on va au contraire construire des subventions pour des technologies qui sont moins intensives en carbone. Et ces subventions sont gérées via le système de fiscalité. Donc il y a des dépenses fiscales, en effet, aux États-Unis dans ce contexte-là. Ça existait déjà, mais on les a mis en permanence pour les 10 ans qui viennent. Donc il y a là aussi l'aspect de fiabilité de ces incitations pour les investisseurs qui est très important. Donc on a des régions comme l'Europe avec un prix carbone élevé. Il y a d'autres régions où le prix est beaucoup moins élevé, où même il y a des subventions. Là, évidemment, avec une politique ambitieuse, le risque de compétitivité et de fuite carbone se pose. Qu'est-ce que propose l'Union européenne? Il y a le CBAM, donc je ne sais pas le mot en français, mais vous... La taxe carbone, ou l'ajustement carbone aux frontières. L'ajustement, parce que ce n'est pas une taxe, dans l'ajustement carbone aux frontières. Ce qui veut dire, on fait une importation d'une tonne d'acier de l'Inde, et en Inde, il n'y a pas de taxe carbone. Que fait l'Union européenne? Elle va mesurer le contenu carbone de cette tonne d'acier, peut-être aussi une tonne de CO2, je ne sais pas, une tonne de CO2, et elle va mettre sur ce contenu carbone le prix que payent les producteurs dans l'Union européenne, donc 70 € par tonne de CO2 aujourd'hui. C'est ça l'idée de cet ajustement. Et on voit un débat qui est en train de se produire sur le oui, mais peut-être oui, mais si nous en Inde on n'a pas une taxe carbone, mais on a quelque chose d'autre. On a quelque chose d'autre, une réglementation ou peut-être même des subventions, et ça produit des résultats en termes des émissions qui sont réduites. Pourquoi pas tenir ça en compte dans la tarification aux frontières européennes? Et ça, c'est un débat, je pense, qui va nous occuper dans les années qui viennent, parce que là, on parle de commerce international et les enjeux sont assez énormes. Donc, ça, c'est à venir, je pense. Merci beaucoup. Peut-être vous aviez quelque chose à ajouter sur ce point-là, de lien entre fiscalité environnementale et compétitivité? Je crois que monsieur a tout dit. C'est vrai qu'on comprend bien que les pays étrangers qui vont se voir appliquer un ajustement carbone aux frontières de l'Europe, bien s'efforcent de limiter cela. C'est toute la différence entre des prix explicites et des prix implicites. C'est-à-dire que toute régulation environnementale a un prix implicite. Et ce qui est aussi un élément important à rappeler dans les débats sur la taxe carbone, lorsque, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat a proposé des mesures qui n'étaient surtout pas des mesures de fiscalité, surtout pas des mesures de taxes, mais
des interdictions ou des normes plus restrictives, il ne faut pas oublier que toute régulation a un prix implicite et qu'en fait, passer par un autre instrument ne diminue pas forcément le coût par rapport à un prix explicite. Et l'intérêt du prix explicite, c'est que justement, il est extrêmement visible et qu'on peut en discuter. Et on a commencé là justement en parlant de la différence de stratégie entre l'Europe et les États-Unis à parler d'autres outils fiscaux qui permettent d'aller vers davantage de sobriété énergétique, en parlant plus aux États-Unis, il y a davantage de crédits d'impôt, etc. Est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? Est-ce qu'il faudrait faire les deux à la fois? Les États-Unis n'ont pas de taxe carbone, par exemple. Est-ce que c'est il faut choisir entre l'un ou l'autre? Comment ça marche? Est-ce qu'il a été montré que certains dispositifs sont plus efficaces? Alors, beaucoup de questions, mais... En règle générale, la taxe a de multiples propriétés qui la rendent supérieure aux autres instruments. Il y a aussi un argument extrêmement pragmatique, hein, c'est que lorsqu'un gouvernement décide de mettre en place une taxe, cela lui procure des recettes qui peuvent être utilisées pour en limiter l'impact, comme j'ai dit, ou pour financer certaines dépenses. Lorsque ce sont des subventions qui sont mises en place, il faut les financer. Et donc, ces subventions vont venir soit augmenter le déficit public, soit venir aux dépens d'autres dépenses publiques. Et donc, là, il y a un problème pragmatique que les États-Unis aient choisi de mettre en place de nombreuses subventions. Ça rend leur plan de lutte actuel contre l'inflation un plan extrêmement expansionniste. C'est un plan de relance budgétaire en quelque sorte, sauf que ce ne sont pas des dépenses publiques traditionnelles, enfin il y en a aussi, mais là il y a toute une composante de subventions, donc d'argent distribué sur des critères environnementaux. C'est un choix, mais je n'ai pas l'impression du tout qu'on s'oriente dans cette direction en France, ou au contraire, il semblerait que le problème soit davantage de réduire la dette et de réduire le déficit public. En tout cas, c'est ce que souhaite le ministre des Finances actuel. Merci beaucoup. Kurt Van Dender, peut-être une réflexion là-dessus sur la complémentarité des différents outils fiscaux et... Non, je suis de nouveau d'accord avec mon collègue, dans le sens que je pense aussi que l'approche des prix carbone, tarification du carbone, c'est une composante essentielle d'une politique climat. Si on veut être efficace dans le sens d'effectif et dans le sens d'efficient. Donc, aboutir à des réductions des émissions à le coût le plus bas possible. Donc c'est très important, mais il y a la politique économique qui apparemment aux États-Unis a impliqué qu'il n'était pas possible d'avancer avec une tarification carbone. On en a parlé un petit peu au début du Biden administration, mais ce n'est pas produit. Donc on a en fait continué l'approche des subventions. Subventions par le système de la fiscalité sur les entreprises surtout. Je suis d'accord, il y a évidemment un coût budgétaire et il faut tenir compte de ça c'est bien évident. Juste pour dire que l'Inflation Reduction Act, il y a le volet climat, mais il y a aussi le volet fiscalité sur les entreprises, où il y a une taxe minimum de 15% qui a été introduite et qui, en principe, va générer des recettes, deux fois plus importantes que le coût des dépenses fiscales pour le climat. Donc, dans ce sens-là, si ça se produit, en effet, l'effet budgétaire inflationniste pouvait être modéré selon les estimations, qui sont peut-être un peu optimistes dans quelques coins quand même. Autre point sur la dépense fiscale est, en comparaison avec une taxe carbone, c'est un instrument très complexe. Une taxe carbone, il faut à peu près savoir où les émissions se trouvent et mettre une taxe de, je ne sais pas, 44, 100 euros par tonne ou quelque chose comme ça. Les dépenses fiscales, si on veut encourager des investissements ou des comportements spécifiques,
il faut quand même définir ces comportements et ces investissements. Il faut construire la liste qui est éligible pour ces subventions. On peut s'imaginer que cela est compliqué d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue politique, parce que le lobbying, pour être sur la liste, on peut voir que ça serait très importante. Donc, c'est compliqué. L'autre risque avec des subventions est qu'on va mettre des subventions pour des investissements qui auraient été lieu même sans la subvention. Et ça accroît le coût budgétaire beaucoup. Finalement, équité, est-ce que des subventions sont équitables? Non, pas toujours. Pour les véhicules électriques, par exemple, on sait que, je donne l'exemple des États-Unis, le quintile, donc les ménages, les 20% des ménages les plus riches reçoivent plus de 80% des subventions pour les véhicules électriques. Donc, aussi de ce point de vue-là, il y a quelques problèmes peut-être. Merci beaucoup. Une dernière question qui s'adresse à vous deux avant de laisser la parole à la salle. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion sur ce qu'il faudrait mettre en place là maintenant dans le contexte de la crise énergétique? On entend plutôt parler de baisse de taxes parce qu'il paraît compliqué dans un contexte d'inflation de justement dire qu'on réaugmente la taxe carbone, etc. Du coup, comment concilier finalement ces enjeux de court terme qui est de réduire l'inflation et de plus long terme qui est d'aller vers des comportements plus sobres en énergie? Comment on tient les deux bouts finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense qu'il faudrait que le message passe que les prix élevés de l'énergie sont destinés à rester élevés. Et qu'en fait, on ne s'efforce plus de baisser les prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'actuellement, les politiques qui ont été mises en place sont des politiques qui visent effectivement à diminuer l'inflation pour certaines raisons qui sont des raisons macroéconomiques. Parce qu'après tout, pourquoi diminuer l'inflation? Parce que cela entame le pouvoir d'achat des ménages. Mais on peut tout à fait restaurer le pouvoir d'achat des ménages autrement, en versant des aides. Et plutôt qu'en réduisant les prix de l'énergie. Donc, il aurait mieux valu ne pas réduire les prix de l'énergie, les ristournes, que ce soit les ristournes de l'État, posent de véritables questions, parce qu'on va à contresens par rapport à ce qui est nécessaire. Les ristournes de Total posent un autre problème, c'est-à-dire que ça va aussi à contresens. Ce sont des ristournes qui ont été consenties pour échapper à d'autres pressions éventuelles sur les profits de Total. Et un point qui a été peu souligné, c'est une distorsion de concurrence avec les autres distributeurs. Et par conséquent, ce n'était véritablement pas à encourager. Et donc, là, on est dans une situation où, au lieu de taxer, on est en train de verser des subventions aux énergies fossiles. On subventionne le gaz, on subventionne les carburants. C'est complètement à contre-courant. Il vaudrait... Alors, évidemment, on va pas... je ne vais pas plaider aujourd'hui pour qu'on remette en route une trajectoire ambitieuse de taxe carbone alors que les prix sont très élevés sur les marchés. Mais en revanche, cesser ces ristournes qui en plus bénéficient à l'ensemble de la population, dont tous ceux qui n'en auraient absolument pas besoin. Donc c'est du gaspillage en fait de subventions, c'est du gaspillage d'argent. Donc, cesser ces ristournes, verser des aides qui prendraient d'autres formes. Et puis, lorsque les prix diminueront sur les marchés, parce que les prix sont toujours extrêmement fluctuants, il va y avoir un moment où ces prix vont diminuer, saisir l'occasion de reprendre la trajectoire carbone, ce qui permettra
avec la même pression sur les utilisateurs d'énergie fossile, enfin la même pression en termes de prix, ce qui permettra que les recettes viennent à l'État français au lieu d'aller aux producteurs étrangers. Et là, quand ce sont les producteurs étrangers qui reçoivent les bénéfices de ces hausses de prix, eh bien, il est impossible de le redistribuer aux ménages français qui pourraient en avoir besoin, ou il est impossible de l'utiliser pour des investissements, alors que si c'est une recette de taxe, ce sera possible. Merci beaucoup. Et la même question, du coup, comment on fait? Comment on fait? Ouais, donc, je pense que le point de départ doit quand même être que une énergie abordable, c'est essentiel. Une énergie abordable est essentielle dans le contexte actuel. Et je pense que si aujourd'hui on ne fait pas des efforts pour maintenir une abordabilité énergie pour les ménages, c'est peut-être c'est injuste en soi. C'est aussi un très bon moyen pour réduire le soutien public pour une transformation climat, je pense. Donc, abordabilité, c'est un point central. Mais je suis d'accord que le mécanisme pour y arriver, c'est pas de baisser les prix. Parce que ça, c'est pas efficace dans le sens qu'on donne des subventions aux ménages qui n'en ont pas besoin. Il y avait un article avant-hier, je pense, ou hier, où on a montré que donc, les ristournes de Total, il y a un bénéfice de 200 € pour les 10% des ménages les plus riches, au lieu de... non, ce n'est pas 200 €, c'est moins que ça, c'est 20 € à peu près pour les ménages les plus riches et la moitié pour les ménages les plus pauvres. Donc cet écart est énorme, ce n'est pas très efficace et ça coûte, si on travaille avec des règles de réduction des taxes, comme dans des autres pays, ça coûte très cher pour le Trésor. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On peut peut-être comprendre que dans l'immédiat, on veut baisser les prix parce que c'est assez facile à construire. Mais on n'est plus dans l'immédiat. Et maintenant, il faut donc modifier l'approche et il faut travailler avec des versements vers les ménages qui en ont besoin. Ce n'est pas tous les ménages qui en ont besoin. Et ça, c'est le truc qui est à réaliser dès maintenant, je pense, parce que oui, il y a un risque quand même que ces prix restent élevés pour quelques mois encore. C'est dans un sens facile à dire, mais difficile à faire, parce que le versement, pour qui? Ce n'est pas juste les ménages avec des revenus modestes, c'est aussi d'autres caractéristiques sociodémographiques, donc les ménages ruraux, périurbains, les ménages jeunes surtout. Donc il y a beaucoup de caractéristiques qui sont importantes qu'on doit connaître pour pouvoir bien cibler ces versements. Et ça, c'est un défi assez complexe pour les gouvernements pour y arriver, je pense. Les mécanismes pour ça n'existent pas encore. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions dans la salle, il y a un micro qui peut circuler, je crois. Alors, il y a une question devant et une question tout derrière, là-bas. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. En fait, votre réflexion sur la taxe et les subventions à la fin, elle me faisait penser à une chose, c'est que quand il y a une marge, en fait, comme par exemple dans les logements de pouvoir baisser la température ou bien de changer, manger moins de viande, par exemple, dans ce cas-là, on peut bien imaginer que la taxe soit efficace. Mais quand, par exemple, on habite à la campagne et qu'on travaille en ville et que le seul trajet qu'on a, et on habite à la campagne parce qu'on a peu d'argent et qu'il faut un logement pas cher, et que le seul trajet qu'on fait, en fait, c'est celui entre le travail et le logement, et qu'on ne prend pas de vacances, à ce moment-là, on n'a aucune élasticité là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de marge. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas préférable, effectivement, qu'il y ait une subvention qui permette de changer de véhicule
ou éventuellement de déménager, pourquoi pas. Mais c'est ça qui me gêne un petit peu, parce qu'en fait, je pense que dans certains cas, les subventions sont quand même beaucoup plus efficaces, par exemple, si elles vous permettent de changer de chauffage ou d'isoler le logement, que de mettre une taxe. C'est pas nécessairement très efficace. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des situations dans lesquelles, enfin, il y a des situations ou des types de comportements dans lesquels il peut être nécessaire d'aider à ces modifications. Vous n'avez pas mentionné non plus le fait de développer des transports collectifs qui soient dignes de ce nom. Et là aussi, c'est un élément essentiel. Maintenant, sans des prix élevés, parce que on était ici dans une table ronde taxée pour la sobriété. Si l'énergie reste abordable, la sobriété ne sera jamais le comportement des consommateurs. La sobriété est vue pour l'instant, enfin est invoquée actuellement comme synonyme à chasse au gaspillage d'énergie. C'est pas ça la sobriété. La sobriété, c'est véritablement avoir un ensemble de comportements économiques qui consomment moins d'énergie, moins de ressources, de façon générale, moins de ressources naturelles. Et donc, il faut arriver à développer un autre type d'activité économique et une mobilité différente pour que justement ceux qui sont actuellement coincés puissent réagir. Alors, quand vous parlez par exemple des prix des logements, il ne faut pas oublier, alors ça ne vaut pas forcément pour les ruraux installés depuis longtemps, mais je pense à tous les périurbains qui s'installent loin de leur lieu potentiel de travail parce que les prix de l'énergie étaient bas. Et cela contribuait à rendre acceptable l'arbitrage entre un logement éloigné, un prix de logement bas et un prix de transport bas. Si le prix du transport devient plus élevé, on va avoir un recentrage. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe à des décennies, bien sûr, c'est pas dans le court terme, mais on va avoir un développement urbain différent en raison de la hausse des prix de l'énergie, si la mobilité ne s'adapte pas, enfin si les moyens de mobilité ne s'adaptent pas. Merci beaucoup. Il y avait une autre question là-haut, je ne sais pas si on peut faire passer le micro. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un peu sur le même thème qu'on vient d'évoquer, mais j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté du point principal quand on est en train de se poser cette question de la taxation pour la sobriété, qui pour moi en fait est une taxation pour l'instant pour la décroissance. Pourquoi ? Par l'absence d'alternative. Je m'explique. Je vois 3 problèmes principaux à la taxation. Le premier problème, c'est un problème qu'on n'a pas vraiment mentionné, mais qui est quand même réel, c'est le problème social quand on taxe les ménages. On l'a déjà vu, aujourd'hui on va même dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on subventionne, vous le disiez, par manque d'alternative, la consommation d'énergie fossile. Pour les entreprises, il y a un risque, en particulier actuel, qui est le risque d'alimenter encore plus l'inflation. Par la réduction des marges, mécaniquement, ils devraient augmenter leurs prix. Et en fait, se pose la question derrière tout ça d'une vraie alternative. Si on taxe, pour prendre un exemple concret, les boissons sucrées, les gens vont se reporter vers, logiquement, ils devraient se reporter vers la consommation, par exemple, l'eau du robinet ou autre. Là, dans l'exemple dans lequel on est, comme il n'y a pas d'alternative aujourd'hui conséquente pour, par exemple, d'autres trajets que celui qu'on peut effectuer avec une voiture ou pour d'autres industriels de produire avec de l'énergie autrement, on va forcément, à partir du moment où on taxe, vers la décroissance, je ne vois pas autrement comment ça peut se faire, et vers un risque de crise sociale ou d'autres risques, etc. Donc les subventions aussi, pourquoi pas pour les individus, mais je vois aussi un problème d'alimentation de l'inflation dans le contexte actuel. Donc est-ce que la vraie solution n'est pas une vraie politique, et ça revient au débat qu'on avait avant, mais une vraie politique d'offres alternatives, et donc une vraie politique industrielle, je ne sais pas si l'échelle doit être nationale ou autre, mais voilà. Alors, je pense que vous avez raison, mais qu'en l'absence d'évolution des prix relatifs, cette évolution industrielle
ne se produit pas. Je prends l'exemple du secteur automobile. Dans le secteur automobile, il y a déjà 30 ans, on parlait de développer le véhicule électrique. Les constructeurs soutenaient que ce n'était pas possible, que ce ne serait pas techniquement possible, que ce serait trop coûteux, qu'il n'y aurait pas de marché. Les constructeurs automobiles français développaient, et ont continué à le faire encore très tardivement, la motorisation diesel, pour laquelle il y avait une subvention cachée, c'est-à-dire une taxation plus faible. À partir du moment, et donc tant que le carburant diesel a été taxé moins que le carburant ordinaire, il n'y avait aucune incitation pour les constructeurs automobiles à cesser cette motorisation diesel et à se mettre à passer à d'autres modèles, et en particulier à investir dans le véhicule électrique aussi. À partir du moment où la taxation sur le diesel a été mise sur une trajectoire de rattrapage par rapport à la taxation du carburant, eh bien tout s'est enclenché et finalement beaucoup plus vite que ça n'était attendu. C'est-à-dire que les acheteurs de véhicules ont anticipé et se sont dit que pour eux, c'était beaucoup moins avantageux d'acheter un véhicule diesel, et donc la demande a diminué fortement. Et donc les constructeurs eux-mêmes ont reporté leurs efforts de production plutôt que pour produire des pots d'échappement catalytique vendus comme merveilleux alors qu'ils continuent à laisser passer les particules ultra fines. La modification, donc les changements structurels dans le secteur automobile n'ont vraiment commencé qu'à partir de là. Maintenant, ils ont été accélérés par le fait que des interdictions sont en route au niveau européen. Ça joue aussi énormément. Mais parce que le secteur automobile, d'une certaine façon, refusait de voir le problème et refusait de s'adapter. Alors, ça me revient en mémoire lorsque je lis là aussi dans la presse récemment que le secteur automobile européen et français est en retard sur le développement des véhicules électriques par rapport à la Chine. Eh bien oui, s'il y a 30 ans, les efforts de recherche et développement avaient été poussés comme ils auraient pu l'être pour développer des batteries et pour développer des véhicules électriques efficaces. Sans doute, la concurrence chinoise serait moins redoutée aujourd'hui. Allez-y. Visiblement, ça a plu. Et je vous laisse la parole pour répondre et puis on conclura là-dessus. Je vous entends pas. Je vous laisse la parole pour répondre à cette question et puis on conclura là-dessus. Il nous reste 2 minutes. Juste quelques mots pour dire que je suis bien d'accord qu'une politique climat est bien plus large qu'une politique de tarification carbone. C'est un peu ce que je voulais indiquer au début par cette référence à une politique de transformation. On n'est pas dans un contexte d'un problème de pollution classique où on met le prix et après tout bouge et le résultat est efficace, donc il est bon. Non, on a maintenant le but d'aller vers zéro émission nette. Et pour ça, on a besoin de prix, c'est clair, on a besoin de prix, mais il y a d'autres choses à résoudre, des choses d'inertie dans les systèmes qui nécessitent des subventions, des réglementations, et on voit que cela marche en effet. Sur les véhicules électriques, si maintenant ça démarre, ce n'est pas surtout parce que les prix des carburants sont élevés, c'est parce que les coûts de production sont en baisse. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Dernièrement, je ne suis pas d'accord qu'il y a une contradiction entre sobriété énergétique et abordabilité. Je pense au contraire que sans abordabilité, il n'y aura pas de transition parce qu'elle ne sera pas acceptée, tout simplement. Merci beaucoup et on s'arrêtera ici.